Cher Blagnaquais, cher Blagnaquais, bonsoir. Je suis ravi de vous retrouver pour ce live. Et donc, comme d'habitude, je vais revenir un petit peu sur les temps forts, les événements que nous avons connus ces dernières semaines. Nous avons eu une première journée qui a réuni les enfants de collège et des classes de CM2 qui s'est appelée la journée uniforme. Cette journée, c'était la présence des policiers, des pompiers, de la police municipale, de tous ceux qui portent un uniforme et qui représentent la République. Et ils ont pu donner aux enfants, expliquer aux enfants quel était leur rôle, quelle était leur mission. Et c'est quelque chose qui a très très bien fonctionné. Et bien sûr, que nous avons fait en partenariat avec l'État et avec la sous-préfète à la ville, qui est d'ailleurs venue pour lancer l'opération. Et donc, j'ai été, moi, personnellement, très intéressé par cette démarche. Et je pense qu'il faut véritablement qu'on renouvelle ça. Alors ensuite, dans le processus de démocratie coopérative, vous savez qu'il nous est cher, nous avons lancé l'atelier urbain de la place de Lavoisier. Cette place de Lavoisier, il faut la reconfigurer. Nous avons à cet égard acquis un foncier qui est en proximité et donc nous avons demandé aux riverains, mais pas que, de réfléchir avec nous. Et c'était un atelier animé d'ailleurs par des professionnels et des architectes pour que les résidents puissent donner leur avis, leur propre vision de cette place. Alors on a une première étape avec le lancement, il y aura une autre étape avec les restitutions, et progressivement, nous pourrons ensemble, comme on l'a fait pour la place de Catalogne, considérer un aménagement à partir des propositions qui sont faites par les habitants. C'est le cas de la place de Catalogne, j'y reviens, puisqu'en effet, dans un premier temps, c'était les riverains qui nous avaient dit voilà ce qu'on pourrait faire. Ce qu'ils avaient décidé en termes de petits crobards, ça a été transformé en projet. Et donc, à partir du printemps, la place de Catalogne va retrouver une autre configuration qui aura été décidée par les riverains de cette place. Nous avons eu aussi quelques manifestations. Toublagnacourt, 1100 participants, et en tout, puisqu'on l'a mesuré, 6500 km parcourus par les participants. Ça aussi, c'est une belle manifestation, familiale, mais associative. C'est-à-dire qu'il y a les parents qui courent, il y a les enfants, et tout ça dans une superbe ambiance. La braderie aussi, qui a été organisée par Blagnac Braderie, 19 000 articles vendus, 1100 dépositaires et 150 bénévoles qui participent à cette opération de braderie. C'est vraiment quelque chose de tout à fait remarquable qui mérite d'être souligné. De façon plus ludique, les jeunes, il y avait près de 5 000 participants, se sont véritablement éclatés sur Culture Geek, cette manifestation au cours de laquelle on a vu des costumes tout à fait improbables qui étaient là, des gens qui effectivement étaient dans ce processus du geek. Et c'était là aussi une très belle manifestation. Je vous dis 5000 participants, c'est quand même pas rien. Depuis le 29 octobre, donc vous le savez, nous avons mis en place la deuxième étape de l'extinction de l'éclairage public de 1h à 5h du matin. Dans une perspective, on va y revenir, qui est la perspective de sobriété énergétique. On a fait une première expérience il y a 6 mois et puis on a poursuivi maintenant. Une information, vous l'avez vu, les étapes du Tour de France féminin ont été annoncées et donc cette annonce du Tour de France, vous avez pu constater que Blagnac sera une ville-étape, une ville arrivée. Le 29 juillet, les coureuses vont arriver à Blagnac. On a souhaité, pour montrer notre ancrage sur la volonté de marquer le sport féminin, non pas accueillir une étape du Tour de France masculin, mais accueillir une étape du Tour de France féminin. Ça me permet, là aussi, et j'en profite puisqu'on parle du sport féminin, pour adresser un grand coup de chapeau aux joueuses du rugby club de Blagnac. 8 d'entre elles
étaient à la Coupe du monde de rugby en Nouvelle-Zélande. Et donc, bon, pas de bol, elles ont perdu en demi-finale, mais véritablement, à la dernière minute, elles auraient pu gagner. Ça n'a pas été le cas. La chance n'aura pas souri, mais elles ont fait une prestation tout à fait remarquable. Voilà, chers amis, ces quelques informations. Et donc, je vais, comme c'est de coutume, apporter quelques réponses à des questions. Fred Lem qui me dit le seuil maximum des hauteurs de construction dans le secteur aéroportuaire dans le futur PDU. Oui, en fait, on a une modification de PDU sur un projet qui est un projet qui a été attribué par la métropole dans le cadre de Dessine-moi Toulouse. Et donc, c'est la raison pour laquelle, dans le cadre de la modification du PDU, pour que ce projet puisse se faire, on a été sur les modifications de hauteur. Vous le savez de toute manière, nous sommes contraints par la réglementation autour de l'aéroport. Richard Tourtol qui me demande si on va continuer à délivrer des permis de construire route de Grenade. Si vous voulez, la question qui se pose, c'est qu'on construit là où le transport en commun est présent. Donc, le long du tram, alors si les choses se libèrent, et attention, dans l'hypothèse où on construira de façon raisonnée, de façon raisonnable. Oui, alors simplement, ce que je dois vous dire, et ce qu'il faut que tout le monde ait en tête, c'est que nous sommes, dans le cadre du PLUIH, dans un processus de construction de 280 à 300 logements par an, qui est une obligation. En gros, nous avons 6, 7 000, 8 000 logements à construire tous les ans au niveau de la métropole. Patrick Braque qui me demande si on aura une augmentation de la taxe foncière. La taxe foncière, elle va déjà augmenter mécaniquement avec la revalorisation des bases de la taxe foncière. Alors aujourd'hui, on ne sait pas quel est le taux de revalorisation. Est-ce que ce sera 5%, 4%, 7%? On ne le sait pas. Donc on aura une augmentation mécanique de la taxe foncière, notamment pour les habitations et les bâtiments industriels. Pour ce qui concerne les autres bâtiments, notamment les commerces, les bureaux, ce sera simplement plafonné à 1% pour l'augmentation. Vincent BGB veut savoir où en est la relocalisation du ring hockey. On travaille avec l'association pour les relocaliser, puisqu'il faut en effet redonner à la salle des fêtes la vocation qu'elle doit avoir, qui est une vocation de salle des fêtes, je m'en suis déjà expliqué. Et enfin, Michael Ced me demande des parkings à vélo souterrain. Oui, il faut qu'on travaille sur l'encouragement à l'usage du vélo, et ça passe par des parkings sécurisés sur des parkings en nombre suffisant. Donc oui, ça fait partie de notre plan de mobilité. Voilà, je pense avoir fait le tour et répondu aux questions des internautes. Et puis, je vais avoir maintenant le plaisir d'évoquer un sujet qui est le sujet de la sobriété énergétique. Et pour aborder le sujet de la sobriété énergétique, je vais recevoir deux invités, voilà, qui vont me rejoindre. Alors, Nadia Elal, donc GRDF. Merci Nadia d'être avec nous. Et puis Stéphane Le Sénéchal. Bonsoir. Enedis. Alors nous ici, il faut qu'on fasse attention à Enedis. Donc Enedis. Donc merci d'avoir accepté d'être avec nous ce soir. Merci de nous avoir invités. Aujourd'hui, on a un grand sujet. Le grand sujet, c'est celui de la sobriété énergétique. Et on a une invitation auprès de tous les habitants, mais après auprès des collectivités, de pratiquer les éco-gestes. Alors qu'est-ce que ça veut dire les éco-gestes, Nadia? Et puis après, on va avec Stéphane. Pour le gaz, en fait, les éco-gestes, on a trois moyens en fait, de pouvoir agir sur sa consommation d'énergie. La première, c'est effectivement de savoir être en mesure de piloter son chauffage. Ça veut dire de pouvoir mettre un thermostat si on n'en a pas un, ou de l'activer et de le programmer correctement. Effectivement, c'est aussi de pouvoir ajuster sa température. Ça, c'est un point très important. Il faut avoir en tête que de baisser d'1 degré aujourd'hui, sa consommation, ça permet d'économiser jusqu'à 7% de sa consommation d'énergie. On est plutôt entre 19 et 21 degrés en mode confort, c'est-à-dire pour les pièces chauffées en journée,
plutôt régler autour de 17 degrés en fait pour la nuit, pour les pièces qui ne sont pas occupées, et de penser effectivement aussi de se mettre en mode hors-gel, par exemple, quand on s'absente de son logement de plus de 48 heures. Voilà, donc là, c'est une première famille d'actions qu'on peut avoir au quotidien qui peut déjà faire baisser sa consommation. La deuxième, c'est de prendre soin de son installation de chauffage. Ça veut dire très concrètement qu'il faut entretenir. Entretenir, ça veut dire, quand on a des radiateurs, c'est les faire entretenir. Quand on a sa chaudière, c'est aussi également de la faire entretenir. Il faut savoir que faire entretenir une chaudière, ça permet de faire économiser jusqu'à 8 à 12% d'énergie. Voilà. Donc on est quand même sur des choses où on a du résultat de suite. Et pour voir ce résultat-là, finalement, aujourd'hui, ça ne vous a pas échappé, on l'a fait sur la commune de Blagnac. Tout à fait, ça a été fait. On a déployé des compteurs communicants sur l'ensemble de la commune. Et ces compteurs communicants vont permettre effectivement à chacun des ménages de pouvoir suivre sa consommation. Et du coup, quand on met en place des gestes, gérer eux-mêmes, voilà, de voir directement l'impact que ça va avoir sur leur consommation. Voilà, puisqu'ils ont accès au jour le jour à leur consommation. Okay, merci. Alors, je précise simplement que Nadia Elal et Stéphane Le Sénéchal sont tous les deux directeurs territoriaux GRDF. Alors, Stéphane, en matière d'électricité, qu'est-ce qu'il faut qu'on fasse? Parce qu'il faut effectivement qu'on aille vers ces économies, là. Tout à fait. Alors, je suis vraiment très content d'être en même temps que GRDF parce qu'il y a quand même beaucoup de points communs. Effectivement, la partie la plus importante de la facture d'électricité, pour ceux qui sont chauffés à l'électricité, c'est bien sûr le chauffage, qui en règle générale représente plus de la moitié de la facture. Donc, réduire la température de chauffage, c'est vraiment le premier éco-geste. Et vous savez qu'aujourd'hui, on donne un repère autour de 19 degrés, c'est important, sur les températures de consigne. Comme Nadia en a parlé, je vais donner un repère qui est intéressant à avoir en tête. On est dans un pays très thermosensible. 1 degré en moins sur la température extérieure, c'est 2400 mégawatts de puissance. C'est en gros la puissance de la ville de Paris. Ça montre à quel point le pays est très sensible au froid, et évidemment parce qu'on est lié par nos chauffages au gaz et à l'électricité. Donc le premier, c'est évidemment le chauffage. Derrière, c'est l'eau chaude, qui est en général pour nous aussi le deuxième poste. Il faut faire attention à ça. Chauffer l'eau à une température qui est supérieure à 55 degrés, ça n'a pas beaucoup d'importance. On se brûle, on a du calcaire qui se dépose, il faut plus vite entretenir. Donc pareil, bien régler sa température d'eau chaude sanitaire. Et puis on a après des choses autour des appareils électroménagers. D'accord. Alors, aujourd'hui, malgré tout, on sent dans l'opinion des gens qui sont inquiets. Et notamment, je pense qu'on encourage un peu finalement cette inquiétude à travers la présentation de la météo avec, voilà, où on va être, etc. Alors, est-ce qu'on va avoir, ou on peut avoir, une coupure de gaz cet hiver? Alors, là, bien sûr, pareil, on va rassurer tous les ménages. En fait, il n'y aura pas de coupure de gaz cet hiver. Seuls des gros consommateurs industriels, mais qui sont informés en avance, pourraient effectivement être coupés. Donc, pas de coupure pour les particuliers. Ça, c'est vraiment quelque chose qu'il faut avoir en tête. Également, ce qu'il faut avoir en tête, c'est qu'aujourd'hui, on va approvisionner à plus de 100% en fait, de nos capacités de gaz. Donc, on a assez de gaz pour passer cet hiver. Ça aussi, c'est un point qui est important. Et enfin, ce qu'il faut avoir en tête aussi, c'est que le bouclier tarifaire qui est maintenu et prolongé jusqu'en 2023, et ça va permettre en fait aux familles et aux ménages de pouvoir maîtriser leurs factures. Voilà, leurs factures et du coup leur consommation. Ça, c'est des choses. Ok. On va passer l'hiver. Bon, mais écoutez, déjà, vous nous avez rassuré. Est-ce que Stéphane, tu nous rassures de la même façon? Pas tout à fait. Pas tout à fait. Je suis content qu'il y ait suffisamment de gaz pour le pays pour déjà se chauffer pendant l'hiver. Peut-être aussi, parfois, produire un peu d'électricité à partir du gaz, parce que c'est important. Donc c'est bien que les réserves de gaz soient complètes. Moi, je suis obligé de dire, bien sûr, puisqu'en plus, c'est dans les médias un peu en ce moment en permanence, on a un risque, oui, de coupure, de délestage. RTE nous dit, puisque c'est lui qui gère l'équilibre offre-demande, il faut repartir un peu de la base, l'électricité aujourd'hui ne se stocke pas de façon importante. Donc il faut à chaque instant, comme en ce moment, produire exactement le besoin en consommation. Vu qu'on a certaines centrales nucléaires, 26 qui sont à l'arrêt en ce moment, 26 réacteurs, et que donc on a un risque sur un jour très froid, on l'a dit tout à l'heure, on est thermosensible, d'avoir un risque de coupure. On est plus maintenant, décembre, on sait qu'on va s'en sortir, sous le mois de janvier, on a encore des risques de coupure. Mais le message que je veux passer, c'est que ce n'est pas inéluctable.
Et on revient aux éco-gestes. On sait qu'à la pointe, le pays a des records aux alentours de 100 gigawatts de puissance. On sait que si on en avait besoin demain, il ne serait pas disponible. Mais il nous manque 10%, 15%. C'est exactement ce qu'on peut faire par les éco-gestes. Je le disais tout à l'heure sur la température de chauffage, avec 1 degré en moins qui a des répercussions très importantes. C'est énorme. Le fait d'éteindre les lumières qu'on n'utilise pas, ça a aussi une ampoule dans chaque foyer en France. C'est la puissance de la ville de Nice. Deuxième repère que je vous donne. Donc, chaque geste, chaque éco-geste fera qu'on pourra peut-être gagner ces 10% qui nous manquent. En tout cas, le président de RTE l'a dit, le président d'Enedis aussi. Si chacun y met du sien, les collectivités, et vous travaillez sur ce sujet à Blagnac, les professionnels à qui on a demandé de gagner 10% de consommation, et évidemment les particuliers, on peut éviter les coupures cet hiver. Alors, précisément, on est là ce soir pour dire tout ça, mais bon, après, le live, il passe. Où est-ce que les habitants de Blagnac peuvent trouver quelque part des informations, des renseignements pour ça, Nadia? Alors, on a d'abord le site, GRDF, on peut trouver des informations, mais on a aussi un document qui explique bien, Stéphane en parlait tout à l'heure, on parle du gaz et de l'électricité, mais finalement, très concrètement, comment ça se produit dans ma maison au quotidien, qu'est-ce que je peux faire en termes d'éclairage, de consommation d'eau, enfin, tous les leviers qui s'offrent à moi en fait, pour baisser cette consommation. Et là, on a effectivement un document qu'on peut vous mettre à disposition qui détaille bien en fait, dans toutes les pièces de la maison les différentes actions qu'on peut avoir dans les différentes pièces de la maison. Donc ça, on pourra vous le communiquer, alors, on pourra du coup le mettre à disposition. On le mettra sur le site de voilà, la ville. C'est bon, très intéressant. Mais bon, alors il y a tout ça, mais à un moment, moi, je suis de ceux qui considèrent que le message, il passe bien quand on rencontre les gens, quand ils peuvent poser des questions et quand on est dans... Donc, on a prévu quelque chose, mais vous pouvez peut-être en parler, Stéphane. Oui, bien sûr. Vous nous avez proposé, suite à différents échanges qu'on a eus avec vous et avec vos services, d'organiser une réunion publique. Cette réunion publique pour aller à la rencontre des gens. Et là, effectivement, c'est de parler concrètement sur les gestes à accomplir. Concrètement, Nadia a parlé du compteur communicant gaz et on a aussi, bien sûr, le compteur communicant élec, le compteur Linky. La première chose pour maîtriser ces consommations, c'est de les suivre. Et on a aujourd'hui des compteurs qui permettent de faire ça de façon extrêmement précise. L'ADEME a dit que suivre ses consommations en gaz comme électricité, avec un compteur qui permet de le faire jour par jour, permet d'économiser jusqu'à 10% de sa facture. Donc ça, c'est le premier point. Il faut qu'on ait aussi avec nous, on essaiera de les avoir à Blagnac, les fournisseurs d'énergie, pour parler tarifs, bien sûr, puisque nous, on est les techniciens de l'affaire, mais il y a aussi des gens qui vendent les kilowattheures. Il faut qu'ils soient là pour donner des conseils sur les tarifs aux habitants de Blagnac. Et puis enfin, certainement une association de consommateurs qui est spécialisée dans les éco-gestes et qui va pouvoir aller un peu plus loin que nous, dans les gestes qui font faire des économies et qui font baisser la puissance, parce qu'on a bien vu qu'on a plein d'enjeux en même temps. La sobriété, c'est bon pour la planète, c'est bon pour la facture, et puis en électricité, c'est peut-être bon aussi pour passer l'hiver. D'accord. Alors moi, je vais m'adresser maintenant, dans un premier temps, à un spécialiste derrière les communes. Vous l'avez dit, se pose des questions. Et par exemple, on a décidé, nous, au niveau de la ville de Blagnac, de faire de l'extinction la nuit. On va éteindre. Donc, on a fait une expérimentation pendant 6 mois. On va poursuivre ça. Quel regard vous portez sur des décisions de ce type? On les accompagne beaucoup. C'est-à-dire que c'est des décisions qui sont souvent des décisions aussi en concertation avec les citoyens, et c'est très important. Évidemment que ça a un impact. Réduire l'éclairage public d'une ville, c'est réduire la puissance appelée. À des moments, surtout en début de soirée, où on peut avoir des pointes, 2 pointes en électricité, je ne sais pas sur le gaz si c'est la même chose, 8h, 13h, oui, 18h, 20h. Donc bien sûr que sur la pointe 18h-20h, qui est une pointe très dure maintenant, quand les gens rentrent avec les plus grosses puissances appelées, c'est intéressant de baisser l'éclairage public. Après, vous avez fait aussi beaucoup d'efforts sur l'éclairage LED, qui est déjà un premier palier énorme. Donc nous, on sait bien que souvent la baisse de la puissance est très très forte déjà sur le passage LED. Et puis après, l'extinction est, pour ceux qui n'ont pas de LED, super bénéfique, à les endroits où il n'y a pas de LED. Et pour ceux qui ont déjà des LED, la petite cerise sur le gâteau.
D'accord. Mais bien sûr que c'est intéressant. Alors nous, là, on a aussi du gaz au niveau de nos équipements publics. Moi, qu'est-ce que je dis à mes services, Nadia? On travaille déjà avec On vos travaille services avec depuis nous, de bien nombreux sûr. mois et de maintenant quelques années en fait, puisque effectivement la question énergétique, c'est pas un sujet qui est nouveau, en tout cas pour les communes et pour la commune de Blagnac. Et donc on travaille déjà avec vos services sur la rénovation en fait des bâtiments, notamment les bâtiments qui sont chauffés au gaz. Il faut avoir en tête aujourd'hui que passer d'une chaudière classique à une chaudière à haute performance, c'est 30% d'économie d'énergie. Vous avez déjà basculé un certain nombre d'équipements sur des chaudières à haute performance. Et effectivement, on vous accompagne aussi sur l'ensemble de la rénovation en fait, de vos bâtiments qui sont mis à disposition finalement des citoyens, des Blagnacais. On nous parle de plus en plus du mix énergétique. Et donc de ne plus être forcément sur une approche unique. Alors c'est vrai que nous, on a par exemple de la géothermie ici, on a du photovoltaïque qui peut être mis en place. Comment on peut expliquer un peu aux Blagnacaises et aux Blagnacais ce que ce terme du mix énergétique veut dire, l'un et l'autre, tous les deux? Le mix énergétique, en fait, c'est qu'il n'y a pas... Aujourd'hui, si on veut vraiment relever le défi qui s'offre à nous en fait, de transition écologique et transition énergétique, il n'y a pas une solution. Il y a plusieurs solutions. Ça, il faut vraiment... nous, là-dessus, on est complètement d'accord dessus. Et puis, chaque entreprise, en fait, nous, GRDF, on vit cette transition depuis maintenant de nombreuses années, puisque pour aller justement vers cette souveraineté énergétique et pour aller vers de la production d'énergie renouvelable, on est en train de transformer notre modèle en produisant du biogaz sur le territoire à partir des déchets pour sortir de l'énergie fossile. Donc ça, c'est un moyen aussi de relever le défi et l'enjeu. Pour la partie gaz, je vous laisserai parler pour l'électricité, mais après, toutes les autres solutions, finalement... c'est bien un complément. Voilà, elles sont complémentaires, et dans la mesure où elles accompagnent effectivement cette transition écologique, enfin, il ne faut pas s'en priver, très clairement, il n'y a pas de dogme. Il n'y a pas de dogme. Non. Il n'y a pas pragmatisme. de dogme. Oui, pragmatisme, voilà. Oui. Sur l'électricité. Le pragmatisme de Nadia. Ouais. Nous, on a l'habitude de dire il y a d'abord deux mix énergétiques. Il y a le mix énergétique global de consommation d'énergie en France, où là, par exemple, la mobilité prend énormément de place et on a encore des énergies très carbonées. Voilà. Et puis après, nous, il y a un sujet qui nous intéresse aussi, bien sûr, c'est le mix énergétique de la production d'électricité. Quelles sont les sources? Il y a du gaz, où il y a du nucléaire, où il y a des énergies renouvelables, le photovoltaïque, les éoliennes, la biomasse, il peut y en avoir plein. Et je crois qu'aujourd'hui, les mentalités évoluent et on sait qu'il faut un mix qui est varié, avec différentes sources, qui permettent de garantir, sur les moments plus difficiles, un approvisionnement plus sûr. Le nucléaire sort un peu de la crise, on a eu 5-6 ans derrière Fukushima, en gros, où c'était blacklisté. Aujourd'hui, on voit qu'on revient à le nucléaire à sa part, les énergies renouvelables, il faut les développer, le gaz à sa part, et le gaz vert, aujourd'hui encore plus. Donc travaillons ensemble parce que le mix doit être varié et de plus en plus décarboné. On en a une chance, justement, c'est au moins un avantage du nucléaire, c'est que le mix énergétique de la production d'électricité en France, il est à plus de 90% décarboné. On a cette chance. Non, c'est vrai qu'on est très bien positionné. Alors juste peut-être pour aller un petit peu sur d'autres environnements, on a aujourd'hui une société toulousaine, Aura Aero, qui est en train et qui a construit l'avion électrique. Et donc, ça veut dire qu'on va aussi vers une autre forme d'électricité dans d'autres usages. Oui. Et c'est d'ailleurs, vous avez raison, c'est quelque chose qui nous challenge énormément, ce qu'on appelle l'électrification des usages. Donc, on a évidemment la mobilité électrique sur les voitures, puisque c'est une montée exponentielle. Mais l'avion aussi, vous avez raison. Mais là aussi, attention, il faut réfléchir aussi à d'autres pistes et avoir un mix sur la mobilité qui soit pas forcément 100% électricité. Moi, je les ai rencontrés, effectivement. Alors, on peut faire le tout électrique, 19 places. Sur le reste, on peut faire de l'hybride. Ce qui renvoie à ce que vous disiez un peu, Nadia, c'est-à-dire ce pragmatisme qui permet ça. Donc, on donne rendez-vous aux Blagnacaises et aux Blagnacais dans le courant du mois de décembre. On sera là. Vous serez avec nous. Oui. Avec grand Donc, plaisir. je veux vraiment, au nom de toutes les Blagnacaises et les Blagnacais, vous remercier. Vous remercier d'avoir été avec nous ce soir. Et c'est simplement une invitation. On aura un peu de temps, on aura l'occasion à partir de là d'aller un peu plus loin, d'échanger. Les internautes pourront les Blagnacaises et les Blagnacais pourront directement vous poser des questions.
Merci beaucoup. Merci à vous. Et donc, à très bientôt. À très bientôt. Je ne sais pas si je serai avec vous ou pas, mais j'essaierai d'être là quand même. Merci. Merci. Bien, donc aujourd'hui, on n'a pas d'internautes. Je pense que il n'y a pas de questions d'internautes. Donc ça montre que la prestation de Nadia et de Stéphane vous a complètement apporté les réponses que vous attendiez. Moi, avant de nous quitter, je vais vous donner les prochains rendez-vous. Donc le marché de Noël qui démarre mercredi 30 novembre, qui va jusqu'au 4 décembre. Donc on vous attend tous au ramier de Blagnac pour ce marché de Noël. Alors, je l'ai dit tout à l'heure, c'est vrai qu'on a pris la décision de réduire considérablement les illuminations dans la ville de Blagnac. Elles sont maintenues autour du noyau historique. Je ne dirais pas du centre, mais du noyau historique de Blagnac, parce qu'il y a l'église, parce qu'il y a l'hôtel de ville, etc. Et bien sûr, nous avons aussi des illuminations au marché de Noël, puisque toutes les Blagnacaises et tous les Blagnacais pourront alors profiter de ces illuminations. Un anniversaire aussi important, le 10 et 11 décembre, c'est l'anniversaire des 20 ans du Conseil municipal des jeunes, donc CMJ, qui a très très bien fonctionné. Et puis moi, je suis toujours très intéressé quand je lance le Conseil municipal des jeunes. Bon, ils fêtent les 20 ans et en même temps, nous fêtons aussi les 20 ans de la démocratie de proximité, de la démocratie participative, puisqu'elle a été lancée. Il y a 20 ans à Blagnac, elle a été lancée modestement. Aujourd'hui, on a des citoyens associés dans différents domaines, les zéro déchet, le vélo, aujourd'hui d'autres dispositifs. Les 13 et 14 décembre vont avoir lieu les distributions des colis à nos aînés, puisque on distribue ces colis, étant entendu qu'au mois de janvier, nous leur proposerons un goûter d'encens, puisque là aussi, à l'adaptation, compte tenu du travail de sobriété, nous amène à adapter ce que nous avions l'habitude de faire. L'hôtel de police, le nouvel hôtel de police construit dans des délais extrêmement brefs, extrêmement courts. Cet hôtel de police qui sera donc inauguré le 19 décembre. Alors là aussi, cet hôtel de police, il est situé en proximité du commissariat. En fait, nous avons un pôle qui est un pôle de sécurité qui permet encore plus le travail en partenariat entre police nationale et police municipale. C'est pourquoi nous avons souhaité installer nos policiers municipaux à cet endroit-là. Et vous l'avez vu, nos policiers municipaux qui aujourd'hui interviennent aussi avec des chiens, puisque les brigades canines sont en place. On a des interventions qui sont faites par les policiers municipaux et les chiens. Donc, vous voyez, tout le processus sur lequel nous nous étions engagés devant vous qui continue à fonctionner. Et puis, dernier point, c'est la décision qui a été prise par l'équipe municipale de passer tout Blagnac sur le 30 km/h. Ce sera opérationnel le 15 janvier. Alors pourquoi passer tout Blagnac à 30 km/h? Parce que si on avait voulu maintenir 50 km sur les grands axes et 30 km/h uniquement sur un certain nombre de voies, ça devenait illisible. Je veux simplement vous signaler qu'aujourd'hui, nous avons 450 panneaux indiquant les vitesses et les limitations de vitesse. Pourquoi? Chacune et chacun d'entre vous a emprunté la route de Grenade. Vous empruntez la route de Grenade, vous arrivez à un passage 30 km. Vous sortez fin de 30 km, début de 50. Vous continuez à fin de 50 km, début du 30. Ça fait 450 panneaux. Donc avec ce dispositif, et c'est pour ça qu'on ne sera prêt que le 15 janvier, on va supprimer ces 450 panneaux. Et au lieu des 450 panneaux, nous aurons 50 panneaux. 25 en entrée, 25 en sortie de ville. Donc là aussi, on va réduire la pollution visuelle et bien sûr améliorer la sécurité, parce que si nous avons décidé ça,
c'est parce que j'ai été très, très, très fortement sollicité par beaucoup d'entre vous, me disant, Monsieur le maire, ça roule trop vite dans ma rue, c'est pas possible, etc. Et donc, à un moment, il faut aussi prendre le taureau par les cornes et prendre une décision. Voilà. Je vous souhaite bien sûr une bonne soirée. Nous nous reverrons un petit peu avant les fêtes de Noël. En attendant, écoutez, bon marché de Noël à toutes et à tous. Bonsoir.